Une élection est-elle une compétition ou une mise en scène? Le Congo-Brazzaville vient de traverser une élection de plus. Mais posons-nous la question. Denis Sassou Nguesso a-t-il vraiment gagné face à une opposition ou a-t-il simplement défilé devant des complices? Bienvenue sur la radio de la communauté africaine. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une réalité qui fait mal. On nous parle de démocratie, de bulletins de vote et de campagne électorale. Mais derrière le rideau se joue une pièce de théâtre bien huilée. Pour que le système Sassou perdure, il lui faut des visages, des noms, des adversaires de façade qui acceptent de jouer le rôle du perdant magnifique. Dans cette vidéo, nous allons analyser leur mode opératoire, leur volte-face spectaculaire et surtout leur responsabilité historique dans l'immobilisme de notre pays. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre explique pourquoi, malgré la colère du peuple, rien ne semble changer. Pour comprendre la mécanique du pouvoir, commençons par définir un terme crucial, le candidat accompagnateur. Son rôle n'est pas de gagner, mais de participer à une pièce de théâtre politique. Il est un acteur essentiel, non pas de la compétition, mais de la validation du statu quo. Sa première fonction, la plus évidente, diviser les voix de l'opposition. En multipliant les candidatures, il émiette le vote contestataire, rendant mathématiquement impossible la constitution d'un front uni capable de menacer le pouvoir en place. L'opposition est sereine, toujours sereine. Vous, je dis, parle de l'opposition. Non, je fais membre de l'opposition. Ça veut dire que l'opposition... Vous êtes le porte-parole de l'opposition? Non, toute l'opposition? Non. De quoi on je parle n'engage alors? pas l'opposition, Mais je sais... sans le savoir. Non, je n'engage pas, mais je sais bien que notre opposition se porte très bien et nous sommes sereins les uns les autres. Mais c'est ce que vous dites. Pourquoi vous aimez faire usage de la langue de bois? Non. Mais attends, bien sûr. C'est la réalité. Bien sûr. Mais vous le savez. Il y a l'impression que c'est une insulte, c'est quand même pour les milliers de Congolais que nous suivons. L'opposition congolaise est l'opposition la plus forte en Afrique. Ah bon? Ah mais tout à fait. Après vient donnez-moi quelques éléments qui prouvent que l'opposition congolaise est la plus forte. Mais déjà nous partons aux élections là avec plusieurs candidats. Et tous ces candidats s'attendent. Dans quel pays on part aux élections avec un seul candidat? Vous avez des exemples en Afrique? Bien sûr, en Afrique, il y en a. Bon, lesquels? Soyez précis. Je viens pas ici pour faire des leçons à d'autres pays d'Afrique. Je parle du Congo, là où je réside. Donc, je peux parler que du Congo. En République du Congo, toute l'opposition est sereine. Et nous avons demandé à tout un membre de l'opposition... Parlez surtout de vous et non de l'opposition. Je suis membre de l'opposition. Oui. La voix qu'il récolte est une voix retirée à une opposition potentiellement plus dangereuse. Sa deuxième fonction, légitimer le processus électoral. Une longue liste de candidats donne une fausse mais précieuse impression de pluralisme et de compétition démocratique. C'est une façade qui rassure les observateurs internationaux et les partenaires extérieurs, leur permettant de cocher la case « élection multipartite ». Sa dernière fonction, peut-être la plus cynique, offrir un perdant magnifique. Ce candidat concède rapidement et gracieusement sa défaite, félicitant le vainqueur. Cet acte théâtral désamorce la contestation populaire avant même qu'elle ne puisse s'organiser en créant un sentiment de finalité et de légitimité. Alors, comment le régime choisit-il et active-t-il ses adversaires de convenance? Le premier mécanisme est le financement occulte. Des campagnes sont discrètement soutenues, non pas pour gagner, mais pour exister et occuper l'espace. Cela peut prendre la forme de liquidité, mais aussi de soutien logistique ou d'une couverture médiatique étonnamment favorable sur les canaux officiels. Le deuxième mécanisme plus subtil, les promesses. Des postes ministériels, gouvernementaux ou un statut protégé sont offerts en échange de cette participation contrôlée. Observez les nominations post-électorales. Un ancien opposant, virulent, qui obtient un poste de conseiller ou la direction d'une agence publique est un signal faible qui ne trompe pas. Ce qui nous amène à l'analyse du silence post-électoral. Pourquoi ces leaders si virulents et pleins de promesses pendant la campagne ont-ils des radars une fois les résultats proclamés? Leur mission est accomplie, leur récompense assurée. Le rideau tombe. Leurs partisans, eux, le voient bien. Le rapport de force promis ne se matérialise jamais en une pression concrète dans la rue ou dans les institutions. La colère et l'espoir suscités sont délibérément canalisés vers une impasse, nourrissant la désillusion et l'abstention future. Dans un instant,
Nous allons vous montrer un extrait qui illustre parfaitement cette volte-face, ce moment où le masque tombe. Que vous portez sur la gestion du président Denis Sassou Nguesso de ce pays. Je ne peux pas juger sa gestion. Il n'y a que lui qui connaît les fautes de sa gestion, le président de la République du Congo. Par rapport à quoi vous posez des actes? Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je me pose bien des questions sur ce que vous allez dire à vos militants sur le terrain. Mais je vais avec un projet de société. Oui, bien. Beaucoup de personnes ne le lisent pas. Avec 5 engagements clés à main. 5 engagements clés à main. Ça, c'est ce que tout le monde a. Vous faites la différence en quoi? Ce n'est pas en ayant un document. Je fais déjà la différence avec 5. Je fais déjà la différence avec 5 engagements clés à main. Ça veut dire quoi? Un projet, un savoir, un engagement, une parole, une vision. Voilà les 5 engagements clés à main. Mais en dehors de ça, j'ai 8 ambitions que je proposerai aux Congolais, aux Congolaises et aux Congolais. 8 ambitions, 20 décisions et 32 engagements sûrs pour développer ce pays-là. Ces résultats et dit ne pas reconnaître la victoire du candidat proclamé réélu. Je rejette catégoriquement ces résultats et ne reconnais pas la victoire du candidat proclamé réélu. Notre pays se trouve ainsi en situation de fait, sans légalité ni légitimité après ce nouveau hold-up électoral. Pour le candidat de l'Alliance pour la République et la démocratie, la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats proclamés par le ministre de l'Intérieur, malgré les recours introduits demandant l'annulation de cette élection, a violé l'article 2 de la loi organique portant son organisation. Article qui dispose, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du président de la République. Elle est aussi à l'évidence une négation inqualifiable des droits fondamentaux des Congolaises et des Congolais et de la volonté du peuple souverain à décider librement du choix des dirigeants. » Maintenant que nous avons vu les mécanismes de cette opposition de façade, attendez de voir comment cela s'incarne à travers des figures bien connues du paysage politique congolais. Nous allons examiner leur trajectoire dans la partie suivante. Des figures historiques aux nouveaux venus, nous démasquerons leur rôle, volontaire ou non, dans la perpétuation de ce système. Pour illustrer ces mécanismes, analysons quelques profils types récurrents. Commençons par l'institution historique, l'UPADS. Fort de l'héritage de son fondateur, Pascal Lissouba, le parti conserve une base électorale fidèle, principalement dans la région du Niari, de la Bouenza et de la Lekumu. Cette assise historique lui confère une légitimité que le pouvoir ne peut ignorer. Sa simple participation aux élections est cruciale. Elle valide le processus aux yeux d'une partie de la population et de la communauté internationale, donnant l'illusion d'un jeu démocratique ouvert. On dit quoi? Nous ne participons pas aux élections tant qu'on n'a pas réglé la question. Mais c'est le boycott, nous, par exemple. Mais nous, ça ne fait pas partie de notre jeu politique, le boycott. On mais pourquoi vous ne boycottez pas? Est-ce que ce n'est pas cela qui fait penser aux gens que vous faites un double jeu, par exemple? Mais pourquoi? Mais parce que nous avons besoin d'exister. Nous avons besoin d'exister. Et pour nous, nous estimons que le boycott... Vous avez vu que les autres qui ont boycotté n'existent plus? Ah ben je veux pas, il faut bien qu'il s'exprime. Et s'exprimer, la meilleure expression pour un parti politique, c'est la tribune que vous offre le Parlement, que vous offrent les institutions. C'est là qu'on vous écoute, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc vous dites on fait le jeu du pouvoir. Oui. Libre à vous de penser, libre à vous de le dire, mais je ne suis pas sûr que ceux qui ont boycotté sont en meilleure position que nous. Parce que nous, au moins, on peut parler. Parfait Kolela est là, il est à l'Assemblée nationale. Vous pouvez parler même si on ne vous entend pas. Comment ça? Même si on ne vous entend pas. Parce que c'est cette prise de position un peu quand même mal qui vous ont peut-être fait quitter la tête du FROCAD, par exemple, non? Non, je crois que vous ne connaissez pas bien le Congo. Mais bien sûr. Alors, vous voulez que je vous en parle? Non, soyons... Non, parce que vous prenez trop de choses à la fois. On termine un sujet, on le conclut. Alors, vous voulez qu'on parle du FROCAD? Non, j'ai juste posé une petite... Vous savez ce que c'est le FROCAD? Le FROCAD, nous avons créé le FROCAD. La volte-face est pourtant prévisible. Le parti semble souvent plus préoccupé par la préservation de ses quelques sièges à l'Assemblée nationale et de ses avantages institutionnels que par la conquête du pouvoir. Les critiques
parfois acerbes en période électorale, s'évanouissent rapidement après le scrutin et ne se transforment jamais en une véritable mobilisation populaire ou en une contestation juridique sérieuse des résultats. Sa responsabilité systémique est immense. En tant que principal parti d'opposition historique, son manque d'agressivité et de stratégie de conquête laisse un vide politique béant. Cet espace est immédiatement occupé par le clan Sassou, qui peut ainsi régner sans contre-pouvoir institutionnel crédible, neutralisant de fait la plus grande force d'opposition structurée du pays. Vient ensuite le profil du candidat de service, souvent incarné par des figures comme Mathias Zone ou Angios Ngambé. Son rôle est de garnir la liste des prétendants, d'animer la campagne avec des sorties médiatiques virulentes et de donner une caution de diversité politique au scrutin. Il critique sur la gestion du président Denis Sassou Nguesso de ce pays. Je ne peux pas juger sa gestion. Il n'y a que lui qui connaît les fautes de sa gestion, le président de la République du Congo. Par rapport à quoi vous posez des actes? Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je me pose bien des questions sur ce que vous allez dire à vos militants sur le terrain. Hein? Mais je vais avec un projet de société. Oui, bien. Beaucoup de personnes ne le lisent pas. Avec 5 engagements clés à main. 5 engagements clairs. Ça, c'est ce que tout le monde a. Vous faites la différence en quoi? Ce n'est pas en ayant un document. Je fais déjà la différence avec 5. Je fais déjà la différence avec 5 engagements clés à main. Ça veut dire quoi? Un projet, un savoir, un engagement, une parole, une vision. Voilà les 5 engagements clés à main. Mais en dehors de ça, j'ai 8 ambitions que je proposerai aux Congolais, aux Congolaises et aux Congolais. 8 ambitions, 20 décisions et 32 engagements. Sûrs pour développer ce pays-là, construire et reconstruire le pays. Donc je ne peux pas parler de la gestion du président actuel. Il n'y a que lui qui connaît sa gestion. C'est les bonnes, c'est lui qui doit apprécier. C'est les mauvaises, c'est lui qui apprécie parce que je n'ai pas travaillé avec lui. Monsieur Anguius, je vais vous faire une confidence. Vous m'étonnez sérieusement. Ah bon? Vous m'étonnez énormément parce que tout homme politique porte un regard critique sur ce que fait celui qui est là. Et c'est par rapport à cela qu'il décide d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais si vous ne pouvez pas porter la moindre critique et le moindre regard sur la gestion de celui que vous pensez succéder, je suis surpris. Mais s'il vous plaît, mais attends. Avec véhémence, séduisant une frange de l'électorat frustré. Mais la volte-face est systématique. Ces critiques enflammées se concluent par une acceptation tacite, voire explicite, des résultats proclamés, souvent après une brève contestation de façade. Sa responsabilité est claire. Émietter les voix de l'opposition, empêcher la formation d'une coalition unique et puissante, et finalement rendre mathématiquement impossible toute victoire face aux candidats du pouvoir. Regardons le nerf du système, la corruption organisée. Des marchés publics attribués sans appel d'offres, des rétrocommissions et des caisses noires alimentent une loyauté achetée. Les faux opposants servent souvent d'intermédiaires. Ils négocient des financements occultes pour leur campagne, puis renvoient l'ascenseur en silence une fois le scrutin passé. Ce flux d'argent neutralise toute stratégie de rupture et transforme l'opposition en variable d'ajustement. Ces figures de façade ne cherchent pas la victoire, mais l'accès au réseau d'influence. Elles monnaient leur base militante et leur capital médiatique contre des protections. Marché, passe-droit, nomination dans les conseils d'administration. Résultat, elles affaiblissent la mobilisation populaire, fragmentent les coalitions et offrent au régime un semblant de pluralisme sans danger. Dernier levier, le fameux gouvernement d'unité nationale. Sous prétexte d'apaisement, les faux opposants convoitent une entrée au gouvernement, un ministère, un secrétariat, une agence publique. Ils justifient la manœuvre par la stabilité, mais c'est une cooptation. La contestation s'éteint, la reddition de comptes disparaît et la corruption se recycle sous un vernis de consensus. Gardez cela en tête pendant que l'on examine les profils mis en avant pour cette unité. Communication brillante, promesses généreuses, zéro stratégie post-scrutin. Un autre archétype est celui de la Libye jeunesse, incarné par des candidats comme Dave Mafula. Il est mis en avant pour projeter une image de renouveau et de modernité, captant l'attention des jeunes électeurs, souvent les plus nombreux et les plus enclins au changement. Sa campagne est dynamique, axée sur les réseaux sociaux et promet une rupture générationnelle. La volte-face est ici plus subtile. La campagne énergique se heurte au mur de la réalité d'un système verrouillé.
faute de moyens, de structures et surtout de stratégies de contestation post-électorale solides, l'enthousiasme retombe aussi vite qu'il est monté, laissant les jeunes électeurs, une fois de plus, cyniques et désabusés par la politique. Sa responsabilité est de canaliser le mécontentement de la jeunesse vers les urnes, renforçant ainsi la légitimité du scrutin. Tout en faisant croire qu'un changement est possible à l'intérieur du système actuel sans jamais en remettre en cause les fondements et les règles truquées. Enfin, n'oublions pas le rôle crucial de la diversion. Des candidatures surprises, des polémiques stériles ou des rumeurs savamment orchestrées, comme celles qui ont souvent entouré le pasteur Ntoumi, sont injectées dans le débat public. Leur but n'est pas de gagner, mais de détourner l'attention des vrais enjeux. Pendant que l'opinion publique et les médias se perdent en conjectures sur ces épiphénomènes, les questions fondamentales de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de la misère sociale sont reléguées au second plan. C'est une tactique de diversion aussi vieille que la politique, mais toujours aussi efficace pour noyer le poisson. La conséquence la plus tragique de cette fausse opposition est la désillusion démocratique. Elle tue l'espoir, surtout chez les jeunes, et pousse à l'abstention. Ce cycle enseigne que la participation est futile, que la voix du citoyen ne compte pas et que le système est invincible. Et pendant que ce théâtre politique continue, le pillage des ressources perdure. Tandis que les services de base comme la santé, l'éducation et les infrastructures restent dramatiquement sous-financés. Alors, comment l'audience peut-elle identifier un vrai opposant d'un complice? Il faut exiger la cohérence, la transparence du financement et un programme clair. Un vrai leader maintient la pression après l'élection. Un complice conteste pour la forme, puis disparaît. En résumé, la force du clan Sassou ne réside pas seulement dans son armée ou ses finances, mais dans sa capacité à s'offrir une opposition sur mesure. C'est une stratégie bien plus insidieuse car elle ne brise pas les corps, mais les esprits. Elle fabrique le consentement en présentant un simulacre de débat démocratique où chaque acteur joue un rôle prédéfini pour maintenir le statu quo, que ce soit par un silence complice après les résultats, par l'émiettement calculé des voix de l'opposition ou par la trahison pure et simple des idéaux de départ. Ces leaders ont chacun à leur manière facilité le passage en force. Ils ont transformé la contestation légitime en un théâtre d'ombre, privant le peuple de toute alternative crédible. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de choisir entre un régime usé et une opposition de salon dont la contestation s'arrête aux portes des ministères. La responsabilité de ces hommes est immense. En simulant la lutte, ils ont étouffé l'espoir de toute une jeunesse et nourri un cynisme qui ronge les fondements de la nation. L'abstention massive n'est pas de l'indifférence, c'est un vote de défiance contre l'ensemble du système. Face à ce constat, la question n'est plus seulement de savoir qui nous a déçus. La vraie question est comment reconstruire la confiance. Comment exiger la transparence sur le financement des partis? Comment imposer des programmes mesurables et une obligation de rendre des comptes? Dites-moi dans les commentaires, quelles sont, selon vous, les actions concrètes que la société civile peut entreprendre dès maintenant? Partagez vos expériences locales, vos idées et même vos sources d'informations fiables. Vos avis sont le moteur de cette chaîne et la base d'une réflexion collective indispensable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses et de partager cette vidéo pour éveiller les consciences. C'était la radio de la communauté africaine. Le chemin vers le changement est long, mais il commence par la lucidité. On reste ensemble pour la vérité. À très bientôt. Dans notre prochain numéro, nous vous parlerons des tractations pour la formation du nouveau gouvernement post-élection.